Merci, chers collègues, mesdames les modératrices. Je suis honorée d'avoir été invitée à ce congrès. Je remercie le comité d'organisation. Alors, moi, on m'a demandé de traiter comment prendre en charge un patient qui a atteint de cancer, donc qui va avoir un traitement contre le cancer et qui a un QT long ou qui développe un QT long. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Donc, comme vient de le dire ma collègue précédente et comme le diront toutes mes collègues, les complications du traitement contre le cancer restent quand même un facteur qui fait qui peut altérer la survie de ces derniers, de ces patients et la qualité de vie. Donc la qualité de vie, mais même parfois leur survie. La cardiotoxicité reste la complication la plus importante de tous ces effets secondaires. Ces effets secondaires peuvent être multiples. La dysfonction ventriculaire gauche, c'est celle qui est la plus connue de nos amis et de nous-mêmes cardiologues. La toxicité liée à un allongement de QT induit soit par, on va le voir, soit par la thérapeutique, soit par un certain nombre de facteurs associés, qui peuvent être biologiques, d'autres médications associées, n'est pas assez pas assez connu. Donc, tout cardiologue qui est amené à prendre en charge un malade atteint de cancer qui doit avoir un traitement doit connaître cet allongement, les effets secondaires, les complications éventuelles de l'allongement du QT. Je vais commencer par vous présenter un cas réel. Donc, Tessadit, 67 ans. C'est une femme donc, de 67 ans qui est traitée pour hypothyroïdie, qui est en euthyroïdie, pour hypertension artérielle depuis un certain nombre d'années, sous amlodipine et périndopril qui est bien équilibrée. Elle a une histoire clinique d'un cancer rénal traité par imatinib qui a été donné, et puis devant la non-réponse, même s'il a été augmenté la dose, l'oncologiste a décidé de le switcher par du sunitinib. Alors, elle était traitée par sunitinib, donc nous, on ne la connaissait pas avant. Donc, dans le contrôle, l'oncologue remarque un allongement du QT à 486 millisecondes sur un calcul automatique. Donc, sur l'ECG, on a un ECG initial, heureusement, où le QT était à 443. Donc, comment calculer le QT chez le malade qui est sous traitement, sous traitement contre le cancer? On sait tous, le QT, comment ça se calcule? Ça se calcule le mieux en D2. Quand on ne peut pas, on peut le faire en V5, V6, là où le QT est le plus lent. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de phénomènes R sur T et de torsade de pointe. C'est ça qui fait la dangerosité de l'allongement du QT. Alors, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs formules pour calculer le QT. Les recommandations... Donc, il nous recommande, dans les recommandations, il est préférable, on nous recommande donc d'utiliser la formule de Frédéricia. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus sensible, surtout dans les fréquences élevées. Je vous prends c'est très facile de le faire il est conseillé de le faire de manière manuelle et de ne pas se fier au calcul automatique de nos appareils AECG. Je vous prends un exemple ici, par exemple. Donc, chez un patient qui a 85 battements par minute avec un QT à 420, si je calcule le QT avec basette, j'ai 528, donc j'ai déjà un QT supérieur à 500 millisecondes, alors qu'avec Frédéricia, il est à 489. C'est déjà élevé, mais ce n'est pas supérieur à 500, qui est la limite importante, mais avec les autres formules, il est peut-être inférieur avec Framingham à 480. Donc là, je passe, c'est un autre exemple. Donc, quand est-ce que le QT est long? Chez la femme, c'est supérieur à 460. Chez l'homme, c'est supérieur à 450. Et quel que soit le sexe, lorsque le QT est supérieur à 500, il est très élevé et il est associé de manière importante à un risque de torsade de pointe. Donc, dans le suivi d'un malade qui est atteint de cancer et qui peut, donc, avec un traitement surtout qui allonge QT, on peut avoir plusieurs cas de figure. Soit le QT reste dans les normes, et c'est tant mieux, soit le QT s'allonge mais reste inférieur à 480, soit le QT s'allonge au-dessus de 60, donc augmente de plus de 60 mais reste inférieur à 500, soit il y a carrément un trouble du rythme ventriculaire ou une torsade de pointe.
Donc, on revient à notre patiente, parce qu'il n'y a pas que le CG qu'il faut regarder, il faut regarder le bilan biologique. Chez cette patiente, il y avait... oui, d'abord, je rappelle que parce que le sunitinib a créé des vomissements chez la malade, l'oncologue a prescrit concomitamment du dampéridone. Alors, au plan biologique, elle avait une calémie à 3,5 pour des normes donc, de 3,2 à 5, une hypomagnésémie, une fonction rénale et hépatique correcte. À l'échocardiographie, elle avait une fonction ventriculaire gauche qui était correcte, mais il y avait une hypertrophie ventriculaire gauche avec une masse VG élevée. Donc, quels sont les facteurs, les causes de l'allongement du QT possible qu'on peut trouver chez cette patiente et quels pourraient être les mécanismes? Donc, les facteurs qui peuvent allonger QT, ils sont de deux façons, ils sont de deux groupes. Il y a ceux qui sont modifiables, c'est comme les facteurs de risque de l'athérosclérose. Il y a ceux qui sont modifiables, qu'on peut modifier, et ceux qu'on peut, je dirais plutôt des facteurs d'hémorragie pour les antithrombotiques, puisque ça va être dans le même contexte. Donc, on a ceux qui sont modifiables et ceux qui ne sont pas modifiables. Alors, il faut absolument qu'on cherche de manière donc, très, très fine les facteurs modifiables, parce que, surtout pour ne pas compromettre la poursuite du traitement contre le cancer. Donc, on va corriger le QT allongé et on va traiter. Donc, les facteurs qui allongent QT qui sont modifiables, il y a tous les médicaments autres que les médicaments du cancer qui peuvent allonger QT, et ça, on les trouve tous sur crediblemed.org. Et puis, il y a tous les troubles ioniques, donc il faut absolument doser une calémie, il faut respecter le mode de dosage, l'hypomagnésémie, l'hypocalcémie, ou alors un médicament à métabolisme rénal, élimination rénale qui est mal donné, ou élimination hépatique. Alors, les facteurs non modifiables, bien sûr, c'est l'âge supérieur à 65 ans, le sexe féminin, un antécédent personnel de torsade de pointe induit par un quelconque médicament du cancer ou autre, un antécédent de pathologie cardiovasculaire, donc l'hypertrophie ventriculaire gauche, une cardiopathie coronaire ou une insuffisance cardiaque, un antécédent familial de QT long congénital, un infarctus, un syndrome coronaire en phase aiguë, un QT long allongé en baseline et une dysfonction, la fonction rénale ou hépatique. Chez notre patiente, donc on retrouve, si je reviens, donc il y avait la prescription de dampéridone, il y avait l'hypocalémie, l'hypomagnésémie, l'âge, le sexe féminin et l'hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, il y a des modifiables et des non modifiables. Pour les médicaments du cancer qui allongent QT, ils sont classés en 3 grandes classes. Il y a les médicaments, donc ceux qu'il faut absolument qu'on connaisse tous, c'est les malades à très haut risque de survenue de torsade de pointe. Et donc, on se rend compte que pour la majorité d'entre eux, c'est des médicaments donc, donc des plutôt récents, mais il y a aussi les anthracyclines, un CERM et l'arsenic. Et pour les médicaments, donc les inhibiteurs de la thyroxine kinase, la majorité, c'est des médicaments qu'on donne en deuxième ligne. Donc, c'est des malades qui ont déjà été traités, qui sont déjà plutôt fragiles, qui sont en stade métastatique. Donc, il faut être très vigilant sur les facteurs modifiables. Les mécanismes, ma collègue en avait déjà parlé. Donc, il peut y avoir un effet direct du cancer sur les myocytes, un effet, la préexistence de comorbidité, ou alors la coexistence d'autres thérapeutiques où il va y avoir association, on va dire, de malfaiteurs. Donc, quand on regarde, par exemple, je vous rapporte ici un registre de 24 000 patientes cancer métastatique, et quand on regarde la multiplicité de facteurs de risque chez ces malades-là d'allongement de QT, c'est pas rare du tout, surtout chez les patientes très âgées. Donc, si je prends les plus de 75 ans, c'est 40% de patientes qui ont des facteurs d'allongement, une multiplicité de facteurs d'allongement du QT. Alors, quel patient doit être envoyé chez le cardiologue? Donc, vous avez le patient qui a un QT lent en baseline, un antécédent de troubles du rythme, un malade traité déjà par un médicament qui allonge QT, ou alors l'allongement d'un QT. Donc, toutes ces situations, l'oncologue doit envoyer chez le cardiologue pour un screening. Notre patiente, elle a ces 2 facteurs.
Alors, qu'est-ce qui est recommandé dans la prise en charge d'un allongement de QT chez un malade qui est sous traitement contre le cancer? Donc, quand on diagnostique avec la formule de Frédéricia un allongement de QT chez un malade qui a plutôt une torsade de pointe ou une tachycardie ventriculaire, il faut absolument interrompre le traitement et traiter le malade comme on aurait traité une torsade de pointe en usique, etc. On va en parler très rapidement. Si par contre il y a un allongement de QT plus de 500 asymptomatique, on fait une interruption donc temporaire. Ou alors, si l'allongement de QT est entre 440 et 500, à ce moment-là, chez un malade qui est donc à ce moment-là, il est recommandé de monitorer et de manière hebdomadaire le QT. Alors, une prise en charge multidisciplinaire donc, avec une discussion donc, multidisciplinaire, s'il faut reprendre ou pas après la correction du QT, doit avoir lieu. Et donc, nous avons à notre disposition, dans les dernières recommandations, un algorithme de prise en charge qui est très bien fait, comme toutes les recommandations de cardiologie. Alors maintenant, la question, c'est quand est-ce que l'oncologue doit faire l'ECG et à quelle fréquence? Il faut un ECG de base, c'est obligatoire. Il faut un ECG à chaque ajustement thérapeutique, surtout si on doit augmenter. Il faut un ECG à chaque fois qu'on ajoute un autre médicament qui est susceptible d'allonger QT. Et il faut faire un screening du bilan électrolytique. Et là, il faut faire un ECG à chaque fois qu'il y a une perturbation. On sait que les causes de perturbation du QT chez les malades qui ont un cancer sont très importantes, les diarrhées, les vomissements, etc. Donc, chez notre patiente, donc je vous rappelle qu'elle avait un QT qui s'est allongé au-dessus de 480, il était à 483, mais il est inférieur à 500. Donc, on a corrigé son hypocalémie, son hypomagnésémie. Le QT s'est amélioré. Et donc, on a permis à l'oncologue de reprendre le traitement avec un contrôle de l'ECG et des électrolytes de manière hebdomadaire. Alors, les take-home messages. Donc, le clinicien doit absolument connaître donc, tous les médicaments du cancer. Il faut qu'on s'habitue à ces médicaments du cancer qui allongent QT. La prévention et le screening des facteurs modifiables doit se faire donc, aussi bien par l'oncologue et à chaque consultation en cardiologie. Un calcul manuel du QT est recommandé. Il ne faut pas qu'on se fie au calcul sur les ECG donc, qui est fait par l'ECG. Et il faut donc privilégier la formule de Frédéricia qui est recommandée. Donc tous les médicaments qui allongent QT, on les retrouve donc sur ce site. Et puis donc moi je préfère ce tableau, il est beaucoup plus intéressant. C'est dans le chapitre arythmie et cancer. Et dedans on a